j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo sans tabou et aujourd'hui j'accueille à mes côtés Jess. Bonjour. Bonjour. Alors Jess, vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Lolita Niamblog. Je vous mets son petit compte Instagram juste ici. J'avais envie de te recevoir. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir. Oui, c'est trop chouette Ouais. que tu sois ici. Alors nous, on se connaît évidemment parce que déjà, on a plein d'amis en commun. Exactement. On s'est vus à plusieurs reprises et on a pu déjà bien sympathiser ensemble. Et il y a quelque temps, tu m'as offert ton livre qui est juste ici et je l'ai dévoré, ce livre. J'ai eu énormément d'émotions positives, des émotions très fortes parce qu'il y a plein de passages qui sont très compliqués. Ouais. Et j'avais vraiment envie de te recevoir aujourd'hui pour parler de tout ça parce que je sais à quel point j'ai un public qui est très réceptif aux histoires de vie et aux histoires personnelles. J'ai un public qui est très bienveillant. D'ailleurs, merci à vous pour votre bienveillance parce que vraiment, quand je lis vos commentaires, c'est toujours avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc c'est très chouette. Tu vas nous parler aujourd'hui de ton parcours. Ouais. Parcours compliqué. Donc je vais te laisser la parole et puis bien évidemment, on reparlera du bouquin et je vous mettrai un lien où vous pourrez le choper si vous en avez envie. Par où commencer? Ça va être assez long, je vais essayer de résumer quand même un petit peu. Pour commencer, en fait, moi je suis née dans une famille belge, vraiment dans la rase campagne, entre Charleroi et Philippeville. Je connais très bien. Bah oui, je sais, je sais. Donc voilà, c'est vraiment quand on parle à chaque fois, je me dis, ah, c'est près de chez moi. J'ai fait mes études à Philippeville. Voilà. D'accord. Et donc je suis née dans une famille, un papa, une maman, j'avais mon grand frère et mes parents sont séparés à 7 ans, rien de traumatisant pour moi, mais j'étais très seule, mon frère avait 11 ans de plus que moi donc on n'était pas du tout de la même génération et j'ai un peu l'impression d'avoir évolué vraiment comme un enfant unique finalement. Ok. Donc j'avais une relation assez fusionnelle avec ma mère, mais c'était une relation qui, en fait, son univers était centré sur moi. Au fur et à mesure où j'ai grandi, je pense que ça a été un déclic où ça a été assez dur à porter et où j'ai totalement vrillé. Ma crise d'adolescence, elle a fait salut et j'ai explosé et en fait j'étais quelqu'un qui m'ennuyait beaucoup, qui était assez solitaire et j'ai toujours été attirée vers tout ce qui était addiction, vers tout ce qui était drogue. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée, je me disais j'ai envie de tester. Okay. C'est vraiment quelque chose qui a toujours animé une partie de mon cerveau inconsciemment. Et ça, à partir de quel âge tu as commencé à avoir ce type de pensée-là? En deuxième rénové ou en première rénové, je sais plus, j'ai fait un exposé on devait faire un exposé en sciences et j'ai fait sur les drogues justement. C'était quelque chose qui m'attirait, que j'avais envie de découvrir. Je sais pas d'où ça vient. Okay. Vraiment, je sais pas, je pense peut-être parce que j'étais quelqu'un qui m'ennuyait, j'avais besoin de sensations fortes. Quand t'es une gamine à la campagne qui a pas beaucoup de potes, mes parents viennent ont pas une situation financière exceptionnelle, tu vois, bah il te reste que ce genre de récréation finalement. D'accord. Je pense, okay. Avec un peu de psychologie. Bref, j'ai quitté mon école à Philippeville pour aller dans une école d'art à Namur. Et bon, bah là, ça a été la porte ouverte à toutes les découvertes. Un petit peu, j'ai fumé mon premier pétard, etc. Et puis, des amis un peu plus âgés que moi sortaient en teuf le week-end à Bruxelles. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais y aller, je vais tester. Et là, j'ai commencé à tester tout ce qui était ecstasy, speed, MDMA. Donc, tout ce qu'on appelle drogue récréative, c'est-à-dire des trucs qui te speed, qui te mettent en joie, qui te donnent plein d'énergie. Moi, j'étais quelqu'un d'assez très timide, très mal dans sa peau. C'est quelque chose qui m'a totalement désinhibée et qui a permis que je puisse me découvrir et m'assumer en tant que personne. C'est très bizarre dit comme ça, hein, parce que après, il y a eu tous les à côté négatifs, bien évidemment. Sûr, ouais. Mais sur le coup, moi, j'y ai découvert une véritable délivrance. Okay. Sur le moment, à me dire, purée, je peux être quelqu'un, je peux parler, les gens peuvent m'écouter et j'existe, en fait. Du coup, j'ai continué. Le problème, c'est que je pense que j'ai un petit problème. Je suis toujours dans les extrêmes. Okay. Donc j'ai continué à apprendre encore plus. Et ça s'arrêtait à ces drogues-là. Et donc là, t'avais quel âge du coup? J'avais 14-15 ans. Ah ouais. Ouais, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé du coup à découcher pour passer mes soirées à Bruxelles, etc. Chez des potes, à fumer des joints. Voilà, vraiment l'adolescente rebelle dans toute sa splendeur qui a fait vivre un enfer à sa maman. Ouais. Et ta maman, elle avait jamais... Elle a jamais vu ça ou... Je pense qu'inconsciemment, elle se cachait la vérité. J'étais tellement ingérable qu'elle avait aucune emprise. Elle pouvait pas me dire reste à la maison, elle pouvait pas m'enfermer en fait. Et je pense qu'elle s'est retrouvée désemparée face à tout ça. Du coup, ça a continué comme ça pendant quelques années jusqu'à mes 17 ans où j'ai rencontré
le grand amour, le premier amour, tu vois. Ouais. Donc je suis tombée folle amoureuse d'un garçon, c'était réciproque, c'était vraiment une relation assez passionnelle. Il s'avère que ce garçon dealait de la drogue. Voilà, lui il avait 21 ans, moi j'en avais 17. J'avais menti sur mon âge à l'époque, j'avais dit que j'avais 18 ans, tu vois. Parce que j'avais peur qu'il veuille pas se mettre avec moi et tout, et je lui avais dit oui t'inquiète j'ai 18 ans et tout, pas du tout. Ce qui devait arriver, en fait on s'est fait... balancé par des connaissances à nous, comme quoi on dealait de la drogue. Enfin, il dealait. Ok, ouais. Voilà. Je me suis retrouvée au commissariat, les flics ont débarqué chez ma mère à 5h du matin pour nous trouver. Ils nous ont embarqués au commissariat à Uccle. Moi, ils m'ont dit très clairement, en gros, si tu balances des noms, il t'arrivera rien, tu pourras retrouver ton petit copain, etc. Moi, tout ce qui m'importait, c'était de le retrouver. Donc j'ai balancé quelques noms, etc. Et finalement, bon, je me suis quand même retrouvée en prison pour mineurs, en IPPJ. Ah ouais. Ouais. Pendant combien de temps? Pendant un peu moins d'1 mois. Ok. Ouais, il fallait que je me tienne à carreau, que je me tienne bien, et je me suis tenue très bien là-bas parce que mon seul but c'était de sortir. Donc quand je suis sortie de là-bas, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu aller retrouver mon chéri. Pendant les retrouvailles, tu sais, je me les étais imaginées pendant 3 semaines. Je m'étais dit ça va être fabuleux, on va se reprendre dans les bras. Voilà, on va retrouver cette osmose et tout. Et en fait, quand j'ai sonné à sa porte, qu'il est venu m'ouvrir, le néant. Ah oui, je me rappelle de ça dans le livre. Ouais. Le néant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais tellement besoin de ça, j'étais une dépendante dans tout, en fait. Ouais. Que ce soit la drogue, n'importe quelle addiction, et donc forcément l'amour. J'étais une dépendante affective, j'avais pas les codes encore pour apprendre à m'apprécier moi-même sans passer par l'approbation de quelqu'un. Moi, ma vie tournait autour de cette personne à l'époque. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a avoué qu'en fait, pendant les 1 mois où j'étais partie en IPPJ, lui s'était mis dans l'héroïne. Donc, pendant plus d'1 mois, je l'ai supplié d'arrêter. Je lui ai dit, j'ai essayé de lui faire comprendre par tous les moyens, impossible. Ouais. Impossible. Et il n'y avait pas cette histoire où vous faisiez des allers-retours en train à Bruxelles c'est ça. En fait, lui, il faisait des allers-retours parce qu'il habitait Braine-l'Alleud. Ok. Et il faisait des allers-retours en train pour aller chercher son héros à Bruxelles, tu vois, quasiment tous les jours. J'avais besoin d'être avec lui. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, à le supplier, de lui demander d'arrêter, je me suis dit, bon, Jess, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es en train de le perdre. Donc soit tu le quittes, soit tu plonges avec lui. Et vu que j'étais une ado influençable et totalement dépendante affective, je me suis dit, je ne peux pas le quitter, je peux pas me séparer de lui, c'est toute ma vie, je vais tomber avec lui. Et j'ai commencé à prendre de l'héros. La première fois que j'en ai pris, je me souviendrai toujours où je me suis dit, mais comment on peut tomber accro? C'est dégueulasse, ça a un mauvais goût, tu te grattes partout, t'as envie de vomir, d'ailleurs tu vomis, tu fais que dormir. Moi j'étais habituée aux drogues vraiment qui te speed, qui te donnent de l'énergie, qui te donnent confiance en toi, et là t'es juste éteinte comme ça, dans ton canapé, et rien ne se passe. Donc je me suis dit, jamais je tomberai accro à ça, en fait c'est nul, c'est nul. Et du coup, on a commencé à en prendre de temps en temps. Moi, j'en prenais vraiment pas beaucoup parce que je tenais pas du tout. Mon corps le rejetait directement, donc j'allais toujours vomir, etc. Donc pendant quelques semaines, on a continué à en prendre de manière sporadique, 2 à 3 fois par semaine, mais jamais plusieurs jours d'affilée pour pas tomber accro. Un jour, on en prend 3-4 jours d'affilée. Ça devait être le début du mois où on recevait la paye, donc on s'est fait plaisir. Et je lui ai dit, ouais, ça fait quand même un petit bout de temps que on consomme tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez ma mère, tu vas rentrer chez toi, on va essayer de plus en consommer, plus s'influencer mutuellement. Donc je suis rentrée chez ma mère, arrivée le soir, je commence à tourner en rond et à me sentir vraiment pas bien. Je me dis c'est pas possible que je sois en manque, ça fait 1 mois que j'en prends, c'est impossible. Sauf que ce mal s'intensifie et jamais je m'étais sentie aussi mal. J'ai passé une nuit vraiment atroce. T'as trop chaud, t'as trop froid, t'as mal, mais il faut que tu bouges, mais tu peux pas bouger, t'es paralysé, ou tu te vomis dessus. Enfin, j'étais vraiment une loque humaine. Et à ce moment-là, le matin arrivant, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. J'étais partagée entre me dire, t'as déjà fait tout ce chemin de la crise de manque, continue, et non, il faut que je consomme. Évidemment, j'ai été consommée, donc j'ai pris le train, j'ai appelé mon copain, je lui ai dit écoute, on se rejoint à la gare de Braine-l'Alleud, on va à Bruxelles, on va acheter. À partir du moment où j'ai eu les roues entre les mains, où j'ai tiré ma taf et où je me suis ça va mieux, où je me suis vraiment sentie comme ça, je me suis dit c'est la fin. Parce que là, en fait, on a commencé à consommer pour pas être en manque. Et en fait, c'est vraiment le truc où, moi, ça a toujours été comme ça. Mon addiction s'est créée à partir de la peur d'être en manque. Et c'est ce qui m'a fait continuer. À un moment, à 17
temps, 3/4, alors que je consommais tous les jours depuis plusieurs mois, j'ai voulu aller dans un centre pour me faire soigner, pour avoir un substitut, et ils m'ont dit bah non, reviens quand tu seras majeur, parce qu'ils n'acceptaient pas les mineurs. Ce qui a fait que jusqu'à mes 18 ans, je me suis un peu retrouvée livrée à moi-même, où je fréquentais les dealers, les clodos, tous les gens un peu dingues et paumés de Bruxelles à l'époque, où on trouvait toujours des moyens pour trouver de l'argent. On volait nos proches. On faisait la manche, on trouvait toujours des moyens pour avoir de l'argent, pour se droguer, pour tenir jusqu'au lendemain et recommencer. Ça a été comme ça jusqu'à mes 18 ans où, du coup, le jour de mes 18 ans, au lieu de faire une méga fiesta, j'ai été ressonnée au centre toxicologique et je leur ai dit maintenant, je suis majeure, il me faut un substitut. Donc ils m'ont mis sous méthadone et en fait, je me suis dit tranquille, sauf qu'en fait, j'avais un substitut mais j'avais toujours cette envie de consommer quand même. Et en fait, ça m'a permis de consommer sans avoir peur du manque. Okay. Parce que j'avais ce substitut à côté, donc j'ai toujours continué à consommer, etc. Donc tu consommais et puis tu prenais ton substitut pour pas être avoir les effets négatifs du manque. Exactement. Donc là, j'ai commencé vraiment à consommer pour le kiff parce que entre-temps, j'ai eu ce déclic où l'héros a commencé... En fait, mon corps s'est habitué et ça a commencé à me faire du bien. Vraiment, où je me sentais bien, où je me sentais... tous les problèmes s'en allaient. D'accord. Et en fait, je ressentais plus rien à part une sorte de plénitude, en fait. Ok. Mais ce que tu n'avais pas du tout au début, par contre, quand tu prenais ça. En fait, ton corps le rejette totalement parce que c'est un poison. Oui. Donc, tu transpires à outrance, tu vomis, tu te grattes, ton corps veut vraiment éjecter le produit au maximum jusqu'à ce que ils finissent par s'habituer et ils finissent par l'accepter et en avoir besoin. Mais quelles sont alors les aides que peuvent avoir les adolescents qui tombent dans la drogue? Ils n'ont droit finalement à aucune aide médicale, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont pas majeurs et qu'on peut pas leur donner autre chose, quoi. Moi, en tout cas, de mon expérience et ce que j'ai vécu, après, j'avais pas ma mère ou quoi derrière moi, parce que personne n'est au courant dans ma famille que je prenais de l'héroïne. Donc, personne m'a mis en hôpital de jour ou de nuit, ou voilà, de force. Donc, moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est d'aller dans un centre spécialement pour toxicomanes, et eux c'était non, pas la méthadone, pas avant 18 ans. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les institutions, mais moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, et puis à mon avis il y a le fait aussi que c'est fait sans contrôle, parce qu'ils donnent la méthadone et puis le toxico repart avec. Non, ils donnent une ordonnance et tu dois aller le faire préparer en pharmacie, et selon ton intensité d'addiction, soit tu dois aller chercher ta pilule tous les jours, parce que sinon les gens commencent à dealer de la méthadone. Ah oui, j'ai entendu ça aussi par rapport aux pharmacies, qu'il y avait tout ce business de méthadone où ils vont acheter des cachetons et tout ça, et les revendent à 5 € pièce, etc. Donc soit ils te font confiance parce qu'ils voient que tu es en train de totalement d'arrêter et tu peux la prendre soit à la semaine, soit au mois, ou soit t'es encore dans ton addiction, donc tu dois aller tous les jours à la pharmacie pour qu'ils te donnent ta gélule. D'accord. Voilà. Moi, c'était comme ça au début, puis après, de fil en aiguille, quand ça a été mieux, ça a été une fois par mois, etc. Mais ça a été très long avant tout ça. Parce que du coup, moi, j'ai continué à consommer comme ça pendant longtemps. Et entre-temps, je me suis dit, Jess, à part l'héros, tu vas pas faire que ça de ta vie. J'étais hyper attirée vers tout ce qui était stylisme, créer des fringues, etc. Donc, je me suis inscrite en école de mode, de stylisme, modélisme, couture. La journée, j'étais étudiante, je faisais mes petits patrons, ma petite couture, et le soir, je tapais à balle d'héros. Voilà, c'était mon quotidien, donc je m'endormais en classe, des fois, j'étais pas bien, c'était très compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, parallèlement, mon copain continuait à consommer à outrance et lui n'avait aucune envie d'arrêter. Il avait pas d'autre porte de sortie pour lui, c'était son kiff, et il était pas du tout dans l'optique de s'en sortir un jour. Et je me suis dit, je veux pas finir comme ça en fait. Donc j'ai eu ce déclic de me dire, il faut que j'arrête cette relation pour moi, me sauver moi-même. Donc on s'est quitté avec perte et fracas, ça a été très compliqué, etc. Et puis je me suis rendu compte que je me suis retrouvée toute seule, avec tout ce background qui finalement ne m'a pas construite en tant que personne, en tant que jeune adulte, et je me suis retrouvée totalement paumée. Donc j'étais vers les gens que je connaissais, c'est-à-dire les gens de la rue, et j'ai fini en squat du coup pour pouvoir rester à Bruxelles et continuer mes études. J'habitais en squat, je faisais la manche, j'allais à l'école de manière sporadique encore une fois. J'ai arrêté au bout de ma 2e année et j'ai continué comme ça avec des mauvaises fréquentations,
en prenant toujours autant d'héroïne, enfin autant non, mais en prenant toujours de l'héroïne quand même, de manière assez régulière, et en prenant d'autres trucs, des fois du speed, des fois de la coke, ça dépendait un peu tout ce qui me tombait dans les bras, je me cherchais, mais j'arrivais pas à me trouver parce que je m'étais jamais rencontrée finalement. J'avais jamais été quelqu'un qui avait appris à se connaître, donc jusqu'à ce que quelques années plus tard, à mes 22 ans, je tombe enceinte. Et je me suis dit, elle est là, ta porte de sortie. Et je voulais garder ce bébé, et j'ai eu ce bébé. Et à partir de ce moment-là où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai plus pris quoi que ce soit. J'ai vu 3 médecins qui m'ont certifié que le dosage de méta que j'avais, donc de méthadone, était suffisamment bas pour que le bébé ne naisse pas en manque, parce que sinon je l'aurais pas gardé. Tu vois, je voulais pas qu'un bébé naisse en manque, mais mon dosage était suffisamment bas, ils m'ont dit, il n'y a aucun souci. Parce que tu as quand même dû continuer à prendre de la méthadone pendant ta grossesse. Tu sais que la méthadone, je l'ai arrêtée à mes 30 ans. Et ça, c'est pour être sûre et certaine de ne pas retomber dans la prise d'héroïne? C'est parce que tu tombes accro à la méthadone. T'as des crises de manque encore plus vénères, et en fait, vu que c'est un substitut, ça reste une sorte d'héroïne transformée médicamenteuse finalement, c'est juste que c'est autorisé par l'État. Mais quel est le but? C'est parce que juste ils sont du fric dessus ou quoi? Je sais pas, mais t'as pas cet effet de défonce de l'héroïne avec la méthadone. T'es juste, enfin moi c'est juste, j'étais pas en manque, c'est tout. Mais j'étais pas défoncée, peut-être parce que j'ai toujours fait attention à en prendre à un dosage le plus bas possible. Ok. Voilà, le problème c'est que t'as des crises de manque si t'arrêtes la méthadone, donc tu dois arrêter vraiment palier par palier, et ça prend des années. Il y a des gens qui ont pris de l'héro pendant leur jeunesse, qui sont toujours à la méthadone à 50 ans, tu vois, parce que c'est hyper dur d'arrêter. Donc aujourd'hui tu es maman, tu as ta petite marque de fringues, tu es finalement retournée dans tes premiers amours. Ouais, c'est ça, exactement. Au stylisme. Comme quoi je m'étais pas trompée. Et ça fonctionne super bien en plus. Et ça fonctionne bien. On peut le dire. Ouais, donc ça c'est fonctionne très chouette. bien, ça fait plaisir. Du coup, voilà, je suis retournée à mes premiers amours. J'ai mon fils qui a 11 ans et demi bientôt, ça y est. Et bon, la drogue c'est quelque chose qui est totalement derrière moi, mais je continue de m'informer, et c'est quelque chose qui, en fait, à partir du moment où j'ai arrêté, je me suis rendu compte que j'aurais pas pu arrêter si j'étais restée dans le même cercle d'amis. J'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai changé mes comptes Facebook. À l'époque, j'ai voulu disparaître parce que sinon, t'es toujours influencé. Et je sais qu'à l'heure actuelle, si quelqu'un vient et me dit j'ai de l'héro, on fume, ça va être hyper compliqué pour moi de dire non. Okay. Donc je m'arrange en fait pour ne jamais être avec des gens qui vont faire ça, quoi. Parce que ça va être parce que c'est un peu un combat de toute une vie quand même. Tu me diras si je me trompe ou pas, mais il y a quand même ce truc du toxicomane qui veut continuellement que quelqu'un tombe avec lui, quoi. Tu vois, quand tu prends, t'as ce truc du je sais que cette personne va bien, ou je sais que cette personne elle est sobre depuis autant de temps, tu vas pas pouvoir t'empêcher de lui demander allez s'il te plaît vas-y fais-le avec moi, vas-y, tu vois. J'étais cette personne à l'époque, et je pense vraiment que en fait quand t'es toxicomane, ton seul point d'intérêt, c'est un truc tellement égoïste en fait, ton seul point d'intérêt c'est toi et ta défonce. Tu deviens totalement une autre personne, tu deviens quelqu'un qui ment, tu deviens quelqu'un qui vole, tu deviens quelqu'un qui fait tomber des autres personnes dans l'addiction pour pouvoir te servir toi-même sur leur compte parce qu'ils n'ont pas d'adresse. T'as plus d'autres intérêts ni objectif que toi et ta propre défense. C'est vraiment quelque chose de très égoïste. Ouais, j'étais ce genre de personne que je suis plus du tout à l'heure actuelle, et que je pense n'avoir jamais foncièrement été de toute ma vie. Mais tu le deviens parce que c'est ta seule obsession. Pourquoi est-ce que les gens ont ce besoin d'absolument de vouloir faire rentrer quelqu'un d'autre dans ce truc? Je pense que c'est un côté très malsain de nous-mêmes qui fait que on a envie que en fait tu souffres, et t'as envie que le monde entier souffre aussi. Ok. Je pense, en tout cas, moi, c'était parce que ça m'est arrivé à l'époque, encore une fois, de proposer à des potes qui ah vas-y, teste, tu verras, c'est trop bien. Et tout. J'avais ce côté totalement malsain qui me disait, tu vas voir ce que ça fait toi aussi, tu vois. Et en fait, c'est un truc, comme je t'ai dit, que je reconnais pas du tout dans ma personnalité, mais que tu deviens au fur et à mesure où, je sais pas, t'as besoin que le monde explose avec toi, en fait. Oui, et puis, au-delà de l'aspect physique et de tout ce que ça abîme chez toi physiquement, il y a un impact et émotionnel et neurologique aussi, puisque ça te détruit quand même une bonne partie du cerveau. C'est qu'une fois que t'es sobre, c'est là que le plus dur commence. En fait, tu dois tout réapprendre, tu dois réapprendre à gérer, à ressentir des choses, que ce soit positif, négatif. Tu dois apprendre à gérer les choses du quotidien que tu ne gérais plus parce que t'en avais rien à foutre. Il n'y avait plus rien qui comptait. Et moi, j'ai eu une grosse dépression de plusieurs années parce qu'il a fallu que je réapprenne à me connaître moi, à connaître mes ressentis, comment je réagissais à certains ressentis, à certaines situations. Et ça a été très très compliqué. Vraiment très très compliqué. Et surtout, à re-rentrer dans une case sociale dans laquelle je me sentais pas légitime d'être là parce que je me sentais tout le temps en total décalage avec tout le monde parce que...
je venais de la rue, j'avais vécu la rue, j'avais vécu les squats, l'addiction, etc. Et je me disais, qu'est-ce que je fais avec ces gens qui, eux, n'ont pas eu ces soucis. Et j'avais toujours ce décalage où je me disais, je devrais pas être là, mais je trouve ma place nulle part, finalement. Je rebondis sur quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure quand on discutait ensemble. C'était que la drogue qui t'a vraiment fait le plus de tort, physiquement et psychologiquement parlant, c'est le cannabis. Ouais. Le cannabis, ouais. Alors moi, j'ai commencé à fumer de manière sociale. Les premiers joints en sortant du lycée, etc. Ou entre les cours. Et en fait, j'ai toujours eu cette manière de fumer beaucoup. Et en fait, je me suis pas rendu compte sur le coup que ça me rendait ultra paranoïaque. Et c'est quelque chose au niveau de ma santé mentale qui m'a totalement flinguée parce que c'est quelque chose qui est tellement rentré dans les mœurs de fumer un joint. Genre, c'est pas grave, oh, il fume qu'un petit joint, c'est pas grave. Et c'est tellement rentré dans les mœurs qu'en fait, on se rend pas compte que ça reste une drogue qui peut avoir des effets sur ta personnalité, sur toi, sur ta manière de fonctionner, ta manière d'être. Et moi, ça m'a totalement remis dans une bulle de paranoïa où j'avais plus confiance en moi, aux autres, où je savais plus différencier le réel ou le pas réel. Et quand j'ai arrêté de fumer à 18 ans, donc ça faisait quand même 5 ans que je fumais, je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces mauvais côtés étaient liés à la beuh. Chose que j'avais jamais réalisée à l'époque. Et je me dis, c'est hyper grave parce que si j'ai été dans le cas, je dois pas être la seule. Combien de personnes ont des défaillances et se rendent pas compte que c'est juste à cause du cannabis parce que c'est tellement normalisé que on se rend pas compte que ça peut vraiment avoir des impacts hyper négatifs sur soi, en fait. Totalement. Ouais. Il y a un autre influenceur, un créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui s'appelle Simon Herc qui en a parlé récemment dans ses stories et qui expliquait qu'il était sobre, qu'il avait arrêté de consommer du cannabis depuis X mois, je pense. Vraiment, il se rendait compte à quel point ça avait un impact terriblement négatif sur sa vie, sur tout son côté social, émotionnel, physique. Et il dit, mais à aucun moment je ne voyais à ce moment-là à quel point ça me détruisait à petit feu, quoi. C'est ça. Non, on s'en rend pas compte parce que ça devient, tu sais, le pétard d'après-manger, le pétard d'avant de dormir. Et en fait, ça devient un automatisme que t'inclus dans ta routine. Tu te rends pas compte parce qu'au début, ça va, c'est quelques tafs. Après, c'est 2-3 pétards le soir, etc. Il y en a même, c'est plus. Et il y en a qui le gèrent très bien, il y a pas de souci avec ça. Mais il y en a qui le gèrent très mal. Et je pense que c'est quelque chose qu'on met pas assez en valeur, entre guillemets, que c'est une drogue qui est tellement banalisée alors qu'elle peut avoir des conséquences atroces sur le psyché de quelqu'un. Bien sûr. Et alors, ce qui est quand même très important de savoir aussi, c'est que oui, il y a cette force de caractère. Donc tu as certaines personnes qui vont pouvoir fumer juste une fois de temps en temps en soirée, même la cigarette. Je prends exemple sur moi, à une époque je fumais la clope, mais j'étais ce qu'on appelle une fumeuse sociale. Je ne fumais que quand je sortais ou quand j'allais au resto. Je fumais une petite cigarette parce que j'avais un verre de vin. Et c'était presque juste pour la gestuelle, quoi, tu vois, pour le côté social. Ouais. Mais je pouvais taper un paquet de clopes sur une soirée en boîte de nuit et puis ne plus fumer pendant 3 mois et à aucun moment en avoir envie. Et je pense que oui, il y a une partie de force de caractère, mais ce que souvent on ne dit pas et on ne dit pas assez aux jeunes qui se disent « Ouais, mais moi j'ai une force de caractère de dingue », c'est qu'il y a aussi vraiment un terrain héréditaire et génétique sur l'addiction et un terrain purement physiologique dans le corps qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont prendre une fois une substance et c'est fini. En fait, et qui pourtant avaient une force de caractère de dingue. Le nombre de businessmen, pères de famille qui sont addicts, par exemple à la cocaïne, mais on ne s'imagine même pas. En fait, quand on pense aux drogués, on voit les gens de la rue, le squatter qui est nu-pied avec des dreadlocks, et voilà, le cliché, quoi. Le cliché parfait de la personne qui se drogue. Alors que je pense que réellement dans les chiffres, il y a beaucoup plus de monsieur, madame, tout le monde qui va tous les jours au boulot, qui a des gosses à la maison, qui se droguent en cachette et qui sont addicts, plutôt que ces marginaux, on va appeler ça comme ça, ces marginaux de la société qui sont beaucoup moins, en fait. Exactement. Et j'en parle dans mon livre, justement, à un moment, je fais référence où j'attendais le dealer. On attend toujours le dealer, on passe notre vie à attendre le dealer. Et à côté de moi, souvent, il y avait des avocats, des juges, des gens haut placés. Et en fait, c'était assez drôle parce que c'est eux qui baissent les yeux et c'est eux qui se sentent pas leur place à ce moment-là parce qu'ils sont avec la fange, tu vois. Et tu te dis, il n'y a pas de classe sociale. Non. Dans la drogue, tout le monde peut tomber dedans. Et à l'époque, quand je sortais en
teuf, tu sais, c'était vraiment un vieux garage dégueulasse, etc. On était dans la boue, et il y avait des filles d'hyper bonne famille qui habitaient dans des manoirs et des machins, et que je retrouvais à quatre pattes sur des chiottes cabine en train de sniffer. Et en fait, il y a aucune classe sociale, tout se mélange. Et je pense que la prédisposition à l'addiction, comme tu le dis, elle est physiologique, mais en aucun cas elle vient spécialement du milieu social. Non, du tout. Et ça, en fait, c'est ça le réel danger, c'est qu'on pense avoir la force d'esprit de se dire, moi je tomberai jamais dans l'addiction, ça ne m'arrivera jamais. Et en fait, si malheureusement tu fais partie de ce pourcentage qui a cette prédisposition à avoir d'office une addiction, t'es juste foutu en fait. Exactement. Tu ne te laisses aucune chance. Donc vaut mieux vraiment juste ne même pas tester en fait, parce que tu ne sais jamais quel impact ça va avoir réellement et sur ta santé et sur ta vie sur le long terme, parce qu'on en parlait aussi là tout à l'heure, c'est que oui, tu peux te dire ouais mais je vais juste prendre une fois une latte de coke en soirée juste pour voir ce que c'est, juste pour tester. Ben malheureusement, si tu tombes sur la latte de coke qui a été coupée à quelque chose de dangereux et que tu te tapes un arrêt cardiaque, ben c'est fini. Moi je connais des histoires de personnes qui ont pris une fois de l'acide et qui sont internées en hôpital psychiatrique. J'en connais plein aussi qui sont encore une en fois, une fois quoi. Je connais l'histoire d'un gars qui a pris une fois une plaquette d'acide et qui est interné en hôpital psychiatrique parce que il est incapable de dissocier le monde réel du trip dans lequel il est. Donc il est resté bloqué, complètement bloqué dans cet état. On se dit toujours ah mais non mais c'est impossible de rester bloqué dans l'état dans lequel tu es. Alors ça dépend évidemment de la drogue que tu vas prendre, mais dans des cas de drogue type acide et compagnie, tu peux rester bloqué dans ton délire. Même avec des champis, hein. Ah ouais. Même avec des champis hallucinogènes, alors que bon, c'est moins diabolisé que l'acide. Tu peux. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est un truc de fou. Alors que ça, tu te dis, je vais à Amsterdam, je fais un petit trip entre copains, je me dis, oh allez, on va bien rigoler, je veux un truc, tu vois, qui va pas nous faire grand chose, et en fait, voilà. Non, je pense que c'est vraiment des prédispositions génétiques, aussi, mais aussi le cercle avec qui tu te trouves à ce moment-là, et toi-même, comment tu te sens psychologiquement. Moi, je sais que les acides, c'est des choses que j'ai jamais voulu prendre, bizarrement, alors que j'ai tout testé, parce que j'avais peur de moi-même. Et je me suis dit, je me sens pas capable de gérer un bad trip, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais voulu prendre. Alors aujourd'hui tu es maman, hein, on l'a dit, et je pense que ça c'est le dernier point qu'on va aborder ici dans cette vidéo, c'est de savoir tiens comment, alors toi qui es une ancienne toxicomane, comment est-ce que tu vas aborder l'aspect des drogues avec ton enfant pour justement faire de la prévention, mais pour pas tomber non plus dans l'interdiction totale, parce qu'on le sait, interdire formellement quelque chose à son enfant, ça ne sert à rien. Ah il va le faire direct. Alors moi mon enfant il a 11 ans et demi, donc il rentre dans l'adolescence bien plus vite que prévu. Bienvenue au club. Courage. Et du coup, j'ai déjà abordé le sujet avec lui, tout simplement parce que je veux pas qu'il connaisse mon histoire, mais je veux pas lui mentir non plus. Il sait que j'ai sorti un livre sur l'addiction, il est pas bête, voilà. Donc je lui ai déjà expliqué vaguement, il a jamais lu mon livre, mais je lui ai expliqué vaguement que j'ai pris des drogues étant plus jeune, etc. Pour moi, si un jour il devait être amené à en prendre, que ce soit fumer le pétard ou quoi que ce soit, je le saurais directement. Je verrais ses yeux, je sentirais son odeur, je saurais, il pourra pas me la faire. Vraiment, j'ai tout vu, j'ai tout connu, pour ça il y a aucun souci. Je préfère lui en parler comme si ça pouvait arriver demain, entre guillemets, pour lui dire que si jamais ça arrive, il peut me faire confiance, il peut m'en parler, qu'il puisse compter sur moi. Parce que moi, j'ai une maman qui a toujours, par exemple, diabolisé la cigarette, qui m'a dit « il faut jamais que tu fumes, tu peux avoir un cancer, etc. » J'ai fumé des clopes. Je veux pas que ce soit quelque chose de tabou ou d'interdit, parce que, comme tu l'as dit, l'interdiction, ça pousse à avoir envie de franchir les limites. Donc, j'essaye avec le plus de bienveillance possible, tout en priant pour que jamais il ne tombe dans la drogue ou dans quoi que ce soit d'addictif, qu'il puisse quand même savoir que, malgré tout, il pourra compter sur moi et que je pourrai être une épaule sur laquelle il pourra se reposer. Et que je puisse l'aider si jamais il y a un souci. Oui, ça je suis vraiment, mais alors à 100% d'accord avec toi, parce que tu as beau essayer de discuter avec ton enfant en amont, tu vois, de lui expliquer les dangers, de lui dire voilà, si tu prends telle drogue, il peut se passer telle ou telle chose. Un adolescent qui a envie de tester un truc avec ses potes, t'as beau lui dire et lui faire toute la prévention du monde, il le fera. Et c'est vrai que c'est nettement mieux de dire écoute, voilà, sache que moi je suis pas du tout d'accord avec le fait que tu le fasses, hein, faut pas non plus dire tu peux tester ou
je t'autorise à faire Non. tes propres expériences. Non. Non, c'est pas du tout ça qu'on dit, mais par contre de dire si malgré toute ma prévention et malgré tout ce que je t'explique, tu es quand même amené un jour à le faire, sache que si tu as le moindre souci, si tu sens que ça ne va pas ou qu'il se passe quelque chose, viens m'en parler. Ouais. Parce que c'est vrai que un accident est très vite arrivé. Un enfant qui a pris quelque chose, un ado qui a pris, ou même plus grand, qui a pris quelque chose et qui rentre chez lui à 2h du matin après une soirée, ses parents sont en train de dormir, il te fait un coma ou même un coma éthylique avec l'alcool, hein, mon Dieu. Enfin, j'ai encore entendu l'histoire d'un jeune garçon qui est sorti avec ses copains boire des verres dans un bière. Je l'ai entendu. T'as entendu ça? Et le gars, ses potes l'ont pris, ils l'ont mis à côté du vestiaire, assis, et il s'est endormi. Et en fait, le gars avait la tête comme ça, et le mec s'est étouffé, quoi. Et donc, ses potes, on l'ont retrouvé, et t'imagines, le gamin avait 14 ans. Première fois qu'il sortait boire des coups avec ses potes, et en fait, trop bu, et ses potes, papigés, l'ont mis dans une mauvaise position, et ils l'ont retrouvé, il était mort, quoi. Ouais, non, c'est un truc de fou. Ouais, c'est pour ça que je préfère en parler, parce que on sait bien que c'est à l'adolescence que t'as toujours envie de faire tes premières expériences, etc. Et je trouve ça hyper important de faire de la prévention, mais de pas diaboliser pour ne pas justement inciter l'esprit de contradiction de ton ado à vouloir tenter le diable. Oui, et puis à le faire en cachette. Voilà, surtout pas. C'est ça. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, ils ont... J'ai l'impression encore plus la possibilité de manigancer et de cacher des trucs, surtout avec les réseaux sociaux. Ils peuvent vite te faire croire qu'ils sont à tel endroit et demander à un tel de te baratiner un truc. Enfin, tu vois, la communication, elle est tellement plus rapide aussi entre eux. Et puis aujourd'hui, et ça je pense que c'est quelque chose où il faut vraiment quand même le pointer du doigt, c'est que le taux de dépression chez les adolescents n'a jamais été aussi grand et aussi dramatique qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que très clairement, les réseaux sociaux en sont les premiers responsables, parce que vraiment le harcèlement par exemple, qui à une autre époque uniquement quand tu allais à l'école, le harcèlement scolaire il continue à la maison, il est omniprésent dans le quotidien du jeune, et que du coup ça c'est un terrain dangereux pour essayer de s'évader autrement, tu vois, totalement. Pour sortir de ton quotidien qui est pesant. Ouais, exactement. Et puis même il y a des dealers sur Snapchat, quoi. Mais oui. Enfin, c'est un truc de ouf. À notre époque, enfin en tout cas moi quand j'étais ado, je ne savais même pas où on trouvait de la drogue, tu vois. Et j'avais pas de gens qui faisaient ça, et donc je disais, mais tu dois faire quoi pour avoir de la drogue? Tu dois aller où? Tu vas aller dans une petite ruelle sombre à 1h du matin, tu vois, pour trouver quelqu'un qui va être comme ça. J'avais pas d'idée, alors que maintenant, c'est comme ça, quoi, tu vois. Tu tapes sur Google à la limite, je cherche à acheter tel truc, et voilà, tu l'as, c'est servi sur un plateau d'argent, quoi. Quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai fait 1 an d'étudiant échange quand j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans sur place, et là, j'étais dans une toute petite ville paumée au fin fond du trou de cul de l'Arizona, avec une grosse partie de la population qui a quand même un niveau de vie qui est très bas, et où, comme tu disais, quand tu vis dans un endroit au milieu de nulle part, que t'as pas de potes, que t'as rien à faire et que tu t'ennuies, souvent on le voit que dans les petites villes comme ça où il y a un taux d'ennui, j'ai envie de dire, très fort chez les jeunes, mais souvent ce sont des jeunes qui vont aller vers la drogue parce qu'ils ont rien d'autre à faire, quoi. T'as besoin d'évasion et tu te dis bon c'est le plus rentable, allez go. C'est ça. Et moi, mais le nombre de filles dans l'école qui étaient des tweakers, donc qui prenaient de la méthamphétamine. Et à nouveau, moi j'ai vu des filles qui le faisaient à l'école, en soirée, des trucs comme ça. Comme moi j'avais à peine 17 ans, j'avais même pas conscience, par exemple, de la gravité de la chose, parce que c'était un truc qu'elle fumait. Et tu te dis, ah mais si c'est fumé, c'est pas grave. Tu vois, t'as ce truc quand t'es ado de te dire, ah, t'as injecté quelque chose, oulala, ça c'est très grave. Mais fumer, ça va. Et en fait, mais bon Dieu, fumer du crack, mais... je veux dire, c'est aussi pire que de se piquer, quoi, tu vois. Ah ouais, totalement. Et ça, il faut vraiment bien que les jeunes aient conscience que c'est pas parce que c'est fumer ou prendre une pilule ou... Enfin, je veux dire, le niveau de dangerosité, il est quasiment le même, quoi. Mais totalement, surtout avec le crystal meth. Oui, non, t'as peu de chance de t'en sortir. Le niveau de dépendance est ultime, donc... Ah ouais, moi j'ai ma sœur d'accueil qui est une jeune fille, et là on revient un peu au social, super bonne famille, des parents qui ont un très bon métier, grosse baraque en Arizona, vraiment un peu la vie à l'américaine, tu vois. La fille a commencé à l'école avec d'abord 2-3 petites lignes de coke en soirée, et je te parle de ça, c'est 17 ans, quoi, hein. Quelques petites lignes, et puis après du crack.
parce que ça se fume, ouais, pas grave, machin et tout. Les médicaments, alors là-bas, le problème avec les antidouleurs, c'est une catastrophe, parce que dis-toi que ton Dafalgan à 1 gramme d'ici, chez eux, c'est un truc qui t'explose la tronche, et donc ils se droguent avec les médocs. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Et puis, elle a fini aussi dans l'héro, mais elle s'injectait de l'héro, et moi, j'ai appris, je crois que c'était, elle devait avoir 19 ans quand ça s'est passé. Ouais, 19-20 ans, un truc comme ça. Elle était complètement... elle était toxicomane, elle s'était mise avec un dealer. Parce que quand t'es une fille toxicomane, généralement, c'est un peu, j'ai envie de dire, le bon plan. C'est ça. Sinon, tu finis... Voilà. En salle de donc tu te dis, je vais me mettre avec un toxico, comme ça j'aurai des doses gratos. Et moi j'ai un mugshot sur internet de ma sœur d'accueil, mais dans un état, elle est méconnaissable quoi. Ah oui, totalement. Et aussi, elle faisait de la fraude à la carte bancaire de son beau-père, elle a fait des chèques à son nom, des trucs comme ça, et son beau-père a dû la dénoncer aux flics. Ouais, des fois c'est la seule solution en vrai. Parce que déjà de 1, sinon il pouvait pas récupérer l'argent de l'assurance, parce qu'il fallait dire d'où... Enfin, on voit que c'est un truc qui a lieu dans votre domicile, parce que quelqu'un a les codes et les trucs comme ça. Donc il a dû dénoncer sa propre belle-fille et elle a fini en tôle. Et aujourd'hui, et j'en suis vraiment ravie pour elle, et c'est pour ça que je me permets aussi de raconter son histoire, c'est qu'elle s'est reprise, elle s'est mariée, elle a eu un petit garçon, et maintenant elle va super bien quoi. Mais c'est ça, tout n'est pas inscrit. Non. Vraiment, tu peux toujours t'en sortir. Par rapport à mon histoire, je vais dire 90% des gens que j'ai connus à l'époque dans cette période, soit ils sont toujours, soit ils sont morts. Ouais. Tu vois, c'est un truc de fou. Et mais il y a toujours cette possibilité de s'en sortir. Je pense que c'est le truc, c'est qu'il faut toujours se dire que il y a pas que ça dans la vie, il y a plein d'autres trucs à tester et pas forcément des trucs qui vont toujours t'autodétruire. Et voilà, c'est juste avoir cette petite étincelle qui te dit et maintenant si on passait à autre chose, si on voyait ce qu'on peut faire d'autre. Et alors avant de terminer, je voudrais juste te demander ton conseil sur quelque chose, parce que donc moi, j'avais cette amie, enfin cette sœur d'accueil aux États-Unis qui se droguait. En tant qu'amie, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ses parents. Parce que ses parents, comme tes parents, avaient absolument pas du tout conscience de ce qui était en train de se passer. Et moi, je l'ai eu une fois au téléphone où elle était, je pense, en crise de manque ou quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit, si moi, je fais pas quelque chose, en fait, on va me téléphoner et me dire qu'on l'a retrouvée morte quelque part parce qu'elle a fait une overdose ou... Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma famille d'accueil aux États-Unis et j'ai dit, votre fille se drogue, il y a ça et ça et ça. Évidemment, elle m'a appelé derrière. Elle m'a dit, je veux plus jamais te parler, tu n'existes plus pour moi, t'es la pire personne de l'univers, comment est-ce que t'as pu oser me faire ça et tout ça, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont porté plainte, qu'ils ont fait les démarches, puis qu'elle a été en centre de désintoxication, puis qu'elle a dû être en prison. Quand elle est sortie de prison, elle m'a appelée et elle m'a remerciée. Et donc, quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui se disent, moi j'ai une amie qui est dans cette situation-là, mais en fait, je me dis... J'ai peur d'oser raconter la chose, ou j'ai peur d'oser faire des démarches pour essayer de la sauver. Est-ce que tu te dis, tant pis, je fais rien, je fais l'autruche, ou est-ce que tu trouves que moi, par exemple, j'avais bien fait de prévenir ? Alors toi, l'enchaînement était super parce que je pense que c'est la claque dont elle avait besoin pour réussir à s'en sortir. Ouais. Je pense que c'est un peu compliqué parce que là, il y a mon passé qui va parler et il y a la femme actuelle que je suis qui va parler. Dans une infime partie de moi-même, je sais qu'en fait, quand t'es dans la drogue, si t'as pas décidé toi-même d'arrêter, tu n'arrêteras pas. Et en fait, tu peux te heurter à plein de choses. En fait, les gens qui vont vouloir t'aider vont se heurter à un mur parce que on va totalement te dire mais non, mais tout va bien, t'inquiète. Et ce qui fait que tu vas perdre beaucoup de gens autour de toi parce que on se dit elle veut pas être aidée, etc. Moi, le conseil que j'ai à donner à ce moment-là, c'est de toujours avoir ta porte ouverte quand cette personne te dira j'ai besoin d'aide, parce que ça va arriver un moment où la personne toxicomane va te dire écoute, je sais plus quoi faire, j'ai besoin d'aide, et c'est à ce moment-là qu'il faudra être là en tant que personne. Et si vraiment c'est un cas similaire comme celui que tu as vécu avec ta soeur d'accueil, oui, là je pense que c'est très bien d'agir et de prendre les choses. On est bien d'accord qu'on n'aide pas un ami toxicomane en lui donnant de l'argent. Parce que quand tu dis, il y a un moment où il va venir frapper à la porte, souvent, et ça j'en ai déjà beaucoup entendu parler, de gens qui me disaient, mais moi j'ai coupé les ponts parce qu'en fait à chaque fois la personne venait chez moi, je l'hébergeais et en fait il me volait, ou bien il me demandait de l'argent et il mentait, il me disait ouais mais t'inquiète c'est pour ça, et moi je donnais de l'argent et en fait derrière il fonçait acheter sa dose. Donc on est bien d'accord que aider un ami ou une amie toxicomane, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas en donnant de l'argent, pas du tout. Vraiment pas. Non, c'est je pense en acceptant en fait que cette personne puisse ne pas vouloir s'en sortir tout de suite et ne pas être apte à se rendre compte qu'elle a besoin d'aide tout de suite. Donc c'est être là sur la durée, même si cette personne te parle plus pendant des mois, si elle revient dans 2 ans en te disant j'ai besoin d'aide, juste être là et lui dire écoute je vais t'aider. Sans poser de questions, sans la juger, sans lui dire ouais mais je te l'avais dit. Être là, ok, tu veux qu'on fasse quoi maintenant ?
et être là au moment où ça arrivera, parce que ça finit par arriver. On se rend tous compte à un moment qu'on peut plus continuer comme ça et qu'il faut qu'on s'en sorte. C'est sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont eu personne à ce moment-là et qui donc sont retombées dedans. Et les rares personnes qui ont pu compter sur quelqu'un ont une chance de s'en sortir. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment d'être là quand la personne en aura le besoin et se sentira prête. Eh bien Jess, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et je suis certaine que ça va vraiment aider beaucoup de personnes et que ton témoignage va vraiment être très utile. Le livre de Jess, le voici. Je vous mets évidemment dans la description de cette vidéo le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour l'acheter et le lire. Lisez les amis, ça fait du bien à votre cerveau, à votre cœur. Et puis il n'y a rien à faire. Moi je trouve qu'avoir un livre en physique dans sa main, rien que pour l'odeur du livre et tout, c'est trop chouette. On est d'accord. Moi je l'ai lu, je l'ai adoré, donc vraiment je vous le conseille vivement. Allez l'acheter. Et puis Jess, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, que tout se passe bien. Je vous mets également ses réseaux sociaux si vous avez envie de la suivre et de découvrir ses créations aussi de vêtements qui sont absolument géniales. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.